Bonsoir à tous, c'est Billy de la Tétrarchie. On se retrouve exceptionnellement pour une interview et pas des moindres. L'interview de Aslan, le fondateur de la Tétrarchie, qui vient tout juste de sortir son livre, La souveraineté française, l'intégralité des articles 2024. Le titre est assez explicite, c'est pas l'intégralité des articles 2024, bien sûr, mais c'est un ouvrage qui recueille l'ensemble des articles afférents à la souveraineté française. Alors, j'ai lu ce livre, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, très belle couverture avec le petit logo de la tétrarchie dessus. J'en ai fait une petite critique, alors je me permets en préquel de vous la lire. Aslan adopte un ton engagé, presque militant. Il revendique une approche fondée sur la pensée critique et rejette ce qu'il perçoit comme une uniformisation de la pensée, notamment sous l'influence des médias et des institutions supranationales. Son livre se présente comme un manifeste en faveur de l'autonomie intellectuelle et politique, une réponse aux tendances globalisantes qui jugent délétères. L'un des points forts du livre réside dans sa capacité à articuler une pensée structurée sur la question de la souveraineté. Aslan propose une critique détaillée des institutions européennes et met en lumière les tensions entre l'intégration communautaire et l'autonomie des États membres. Il questionne également les limites de la souveraineté à l'ère de la mondialisation et de la digitalisation, mettant en avant des enjeux tels que la cybersécurité ou l'influence des grandes entreprises technologiques. Toutefois, ce qu'on peut lui reprocher, c'est son style parfois très polémique, qui peut diviser. Le ton, souvent empreint de défiance envers les élites et les institutions, notamment, risque de rebuter un lectorat moins acquis à la cause souverainiste. De même, certaines positions, bien que solides, auraient gagné à être davantage nuancées pour éviter un rejet en bloc des dynamiques supranationales. En somme, La souveraineté nationale est un ouvrage stimulant qui séduira les défenseurs de l'indépendance nationale et ceux en quête d'une lecture alternative sur les enjeux de gouvernance et de mondialisation. Si certains pourront lui reprocher son intransigeance, il a le mérite de poser des questions essentielles sur l'avenir de la France et le rôle des citoyens dans la préservation de leur souveraineté. C'est à peu près ce que j'en pense. C'est un petit peu scolaire, je viens de le lire, pour être honnête avec vous, mais je trouvais que c'était mieux dit comme ça. Et je ne suis pas seul pour diriger cette interview, je la co-dirige même, puisque Neox, autre tétrarque, vous le connaissez bien maintenant, a lu le livre aussi d'Aslan, l'a commandé, et on n'a pensé que des bonnes choses. Il va vous le dire tout de suite. Si tu peux, Neox, nous dire ce que tu en as pensé. Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors concernant l'ouvrage de Aslan, je trouve que c'est un ouvrage remarquable dans le sens où il permet d'éclairer une notion qui est assez mal comprise ou voire peu abordée dans le domaine médiatique et dans le domaine quotidien, la souveraineté. Et il explore d'une fort belle manière puisque il utilise différents champs disciplinaires, notamment la philosophie et le droit. Donc, en cela, il permet d'éclairer une véritable notion importante dans cette société moderne. Si je peux ajouter un petit bémol dans cette présentation de la souveraineté, et c'est un peu ce que disait Billy à titre préliminaire, c'est que je trouve que certains de ses propos, notamment concernant les institutions européennes, manquent clairement de nuances. Donc, je pense qu'il aurait peut-être pu présenter les choses d'une manière un peu moins manichéenne et ce qui rendrait peut-être un peu plus son propos un peu plus intelligible à certains moments. Voilà ce que j'ai pensé de l'ouvrage de Billy, de d'Aslan, pardon. Aslan, moi, j'avais pas encore écrit mon ouvrage. Ah, pas encore, Oui, pas c'est- encore. Du coup, comme on est dans une optique d'interview, on t'a un peu concocté parce qu'évidemment, on fait que parler depuis tout à l'heure, mais Aslan est bien sûr dans cette vidéo. Il est là. Aslan, si je peux un peu Bonsoir. résumer si je peux un peu résumer ce que tu es, je me permets. C'est un jury Julie, la Bien sûr. quatrième de couverture, comme ça au moins ça incitera les auteurs, les lecteurs à aller voir. Aslan est un juriste spécialisé en droit privé, en droit pénal, criminologue, ça s'arrête plus, théoricien du droit, et géopolitologue spécialisé dans les conflits au Moyen-Orient. Tu dois avoir du travail en ce moment, alors à mon avis, hein. Oui, oui, beaucoup de réflexions et beaucoup de nouvelles idées à faire émerger. Exactement. Ah oui, j'imagine que tu dois avoir du pain sur la planche. Mm, Mais du coup, on a travaillé l'interview bien sûr avant avec Neox et on se oui. demandait en lisant Bah, d'ailleurs, tu avais une interrogation sur ça, Neox? Oui, au fil de la lecture de cet ouvrage fort intéressant, pendant cette lecture, je me suis demandé en fait, c'était quoi réellement ton objectif en écrivant un ouvrage sur la souveraineté?
Très bonne question. Très bonne question introductive, pour le dire ainsi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, cet ouvrage est à la base une réflexion à visée didactique. C'est-à-dire que je voulais, dans un premier temps, ouvrir les esprits à la pensée souverainiste. Qu'est-ce que la souveraineté? Souveraineté, souveraineté. Force est de constater qu'aujourd'hui, rien n'est plus courant que le mot, mais rien n'est plus rare que la chose. Qu'est-ce que la souveraineté? Et c'est pour cela que je commence mon livre, cela ne vous aura pas échappé, par un premier chapitre, un chapitre introductif qui s'appelle Qu'est-ce que la souveraineté? Et Hmm. où j'essaie dans un premier temps d'expliciter ce qu'est le concept en lui-même, avant de montrer, de démontrer ce qu'il représente aussi et comment je l'appréhende moi-même. Ouais. Et ensuite, je continue en explicitant pourquoi est-ce que la souveraineté en France notamment a énormément été impactée par la pensée gaulienne, et ainsi de suite. Donc oui, pour répondre tout simplement à votre question, c'est un ouvrage qui a une vertu didactique, qui tend à pousser, pousser les camarades, pousser les followers et toute personne qui sera amenée à le lire à une certaine réflexion sur le concept même de souveraineté. Et j'irai même plus loin à ne plus parler d'un tel concept sans savoir réellement de quoi il en retourne et sombrer dans l'un des écueils que j'aborde le plus, l'ultra-crépidarianisme. Donc, avant d'être engagé, parce que bien sûr, on va pas dire que c'est un pamphlet, mais on n'en est pas loin, il y a aussi cette volonté d'apporter cette modeste pierre, cette humble, pardon, parce que la modestie, c'est autre Hmm. chose, cette très humble pierre à l'édifice en constant mouvement, qui est en réalité la pensée souverainiste. Voilà. D'accord, mais du Ok, coup, très intéressant. tu parlais de la didactique, et effectivement, pour amener le lecteur à la compréhension du sujet de la souveraineté française, en tout cas la souveraineté, tu déclines la souveraineté sous plusieurs angles, et en même temps, tu prônes l'uniformisation de la pensée en soi, puisque tu parles d'une autonomie intellectuelle aussi. Page 18, j'ai relevé autonomie intellectuelle. Est-ce que Mhm. tu partages l'idée en, comment dire ça, en déclinant la souveraineté sous plusieurs angles, est-ce que tu partages aussi une certaine idée de l'uniformisation de la pensée sur ce sujet-là? Est-ce que tu penses qu'au final, il doit y avoir euh, des penchants plutôt, ben, du coup, souverainistes, anti-souverainistes, ou est-ce qu'au final, on peut être au centre et mêler les deux? Alors déjà, je trouve un peu paradoxal la question, en ce que prôner une certaine autonomie intellectuelle ne semble pas forcément se concilier avec cette volonté pardon, pas d'individualisation, mais d'homogénéisation de la pensée, en fait. Si tu veux, pour répondre aussi très rapidement à ta question, si j'ai parlé de différents types de souveraineté, c'est pour démontrer à quel point la souveraineté n'est pas ce que l'on en dit généralement, soit dans les cours de Sciences Po, en première année, ou tout simplement en première année de droit. C'est que la Ouais, souveraineté, en réalité, c'est un combat de tous les instants, que la Hmm. souveraineté représente d'une certaine manière pour un État sa capacité à s'autodéterminer et donc, à plus forte raison, pour son peuple de décider ce vers quoi il souhaite tendre. Et j'ai démontré par exemple que la souveraineté, on la retrouve aussi dans nos assiettes, souveraineté alimentaire. ouais, C'est Hmm. boire notamment, souverain jusque dans nos assiettes. Euh, Hmm. Quelque chose d'aussi simple que nos assiettes, par exemple, jusqu'à une souveraineté qui est très récente en réalité, qui est la souveraineté numérique. ouais, Tu comprends? C'est vraiment montrer à quel point c'est un concept protéiforme et qui se retrouve dans de nombreux alvéoles sociaux, sociaux et Ok, sociétaux, d'accord. qu'ils soient nationaux et internationaux. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc après, pour te répondre, je ne suis absolument pas pour une uniformisation de la pensée, parce que sinon, cela rendrait tout débat stérile. Je ne ouais, supporte pas de je ne supporte pas l'idée d'accepter de vivre au sein d'un monde où toutes les personnes penseraient de la même manière. Je pense que l'individuation, dans un premier temps, puis l'individualisation de la pensée, nous permettent d'obtenir ce sel qui fait que la vie et l'échange nous permet encore aujourd'hui de grandir et d'évoluer et d'aspirer à ce vers quoi nous souhaitons aspirer tout simplement. Permettre de nous d'accord, transcender vers Hmm. cet inconnu, on d'accord. peut dire ainsi. Ok. Ah, c'est très intéressant ta réponse. Et Merci. d'ailleurs, au début de ta réponse à Billy, tu évoquais le fait que la souveraineté était, était une composante essentielle d'un État, si je puis dire. Et c'est ce que tu montres un peu dans ton ouvrage. Et j'avais une question concernant cet aspect-là. Enfin, quelles sont selon toi les autres composantes
qui contribuent au bon fonctionnement d'un État, autre que la souveraineté? Un territoire, pour commencer, avec des limites, tout simplement, une population et une puissance publique. Mais, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que la souveraineté revient encore une fois par la fenêtre, même si on l'a fait partir par la porte, Mhm. c'est que la souveraineté en elle-même permet l'articulation de tout cela. Parce qu'un D'accord. territoire sans souveraineté, même avec une population et une puissance publique, est en réalité que ce que je qualifie, même dans mon ouvrage, d'état fantoche. État Mhm. fantoche qui, in fine, sera amené à devenir un État satellite de grande puissance. Tu D'accord. comprends? Donc en fait, selon toi, la souveraineté en fait est au sommet en fait, et toutes les autres composantes sont qu'une déclinaison en fait. La souveraineté est à la nation ce que la liberté est à l'homme. Si Ouais, tu n'es c'est pas souverain, c'est la porte ouverte à toute immixtion externe. C'est-à-dire que n'importe quelle puissance mal intentionnée peut venir sur ton territoire et décider de te faire manger à son heure à lui. N'importe quel État, quel qu'il soit, lorsqu'il est dépourvu de toute souveraineté, s'affuble des chaînes qui ne feront que s'alourdir avec le temps. Surtout lorsque ce dernier est heureux de porter ces chaînes-là. Parce que, encore une fois, l'esclave qui est heureux de s'être affublé des chaînes ne verra en récompense que l'alourdissement de ces dernières. Mm. C'est tout. Ok. D'accord, ok. Dans... Ben, tu insistes beaucoup sur le fait que la souveraineté est souvent galvaudée aujourd'hui. Et tu Oui. trouves le coupable qui est en partie l'Union européenne. Tu la critiques souvent, même page 40, tu la qualifies de chimère Mm. ou de fédération fantoche, comme tu as évoqué le terme fantoche. Est-ce que vraiment, parce que en soi, certes, enfin, le souverainisme, c'est vraiment mais une souveraineté prédominante, ben, faisant fi du coup de l'Union européenne, mais est-ce que tu penses qu'il soit possible de réformer cette institution, donc l'institution européenne, pour mieux respecter la souveraineté des États membres? Est-ce que tu penses qu'on peut rester dans une Union européenne tout en assurant une souveraineté nationale? Alors, ta question, si je la résume bien, c'est est-ce qu'il est possible de pouvoir réformer les institutions européennes? Une conciliation des deux, en tout cas. Voilà. Concilier Donc moi, souveraineté et Union européenne. d'accord, il n'y a aucun problème. Donc moi, je vais te répondre avec une autre question. Est-ce que tu penses qu'il est possible de négocier avec un individu qui a un fusil braqué sur nous? Parce que c'est Toutes deux. exactement ce Hmm. qu'il se passe aujourd'hui, malheureusement. C'est Nous sommes arrivés à un stade où il n'est même plus question de négocier parce que c'est notre propre vie qui est en jeu. C'est la vie de l'État en lui-même qui est en jeu. Depuis que la France trône au sein de l'Union européenne en tant que meilleure élève, elle ne fait que jouer perpétuellement contre elle-même. La quasi-totalité des directives et autres règlements qui sont pris au sein de l'Union sont quasi exclusivement faits à l'encontre des intérêts français, ce qui pousse la France à, notamment parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que l'UE ne vit quasi exclusivement, encore une fois, que des redevances payées par la France. La Hmm. plupart des pays surendettés de la zone euro sont des pays qui arrivent à garder la tête hors de l'eau grâce aux fonds versés par la France. Et encore une fois, comme je le rappelle, l'argent ne poussant pas sur les arbres, cette monnaie est directement sortie des poches de notre cher contribuable français, le cochon de payant, Hmm. qui aujourd'hui vit au sein d'un pays, qui vit dans un pays où chaque enfant naissant se retrouve avec une dette de je ne sais combien de dizaines de milliers d'euros sur la tête, Ouais. et qui de surcroît, en travaillant pour une retraite qu'il ne verra jamais, se doit de payer de ses deniers propres. Déjà, le confort, on passera à l'épisode du fauteuil de Gérard Larcher, hein, ça c'est scandaleux. Confort d'une oligarchie qui en réalité n'a cessé de la, pour moi, n'a cessé de la trahir et de pousser le peuple dans ses retranchements. Pousser le peuple dans ses retranchements et l'a clairement maltraité. Enfin, pour moi, on est quasiment là-dedans. Et en plus, qui a facilité ce processus de décrépitude de la France, la périclitation de Hmm. la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, nous sommes obligés de vendre notre patrimoine qui faisait notre rayonnement à l'international aux États-Unis. Alain Perfit, c'était De Gaulle. Voilà, Ouais. c'est toujours. De toute façon, généralement, tout ce que je dis, je ne veux pas qu'on le prenne pour argent comptant, je veux surtout renvoyer nos auditeurs
et mes lecteurs, mes lecteurs actuels et futurs, vers un certain goût du livre. Hmm. Ces derniers prennent du plaisir à aller farfouiller dans des bouquins que je vais mentionner pour découvrir le pourquoi du comment. C'est Ouais. cela. Donc moi, je te répondrai encore une fois tout simplement, je vais essayer de... Après cette longue tirade, je te dirai tout simplement qu'en réalité, il n'est plus possible de négocier parce que personne ne voudra négocier pour nous, ni avec nous. Parce que remettre en cause cela, ça voudrait dire que la poule aux œufs d'or se fait la malle et que les Français ne veulent plus payer. Et que ce soit l'Allemagne ou les Pays-Bas, ils n'en ont pas forcément envie. C'est aussi l'un des gros problèmes, par exemple, du PCS. Mais bon, ça, c'est pacte de Ouais, croissance et de stabilité. ouais. On pourra revenir après dessus, si vous voulez. Y a pas de Hmm. souci. Voilà. Ok. Tu te revendiques, et tu l'as dit à maintes et maintes fois, souverainiste dans ton livre et même en off. Est-ce que, si on prend la situation de la France, comment tu pourrais justifier le fait que les partis souverainistes ils soient aussi marginalisés dans l'échiquier politique? Je pense notamment au fait que pendant les élections européennes, donc de l'année dernière, où on a vu peu de fois la présence de partis souverainistes pendant les débats concernant les élections européennes. Donc, comment justifies-tu en fait cette marginalisation? Alors, déjà, faut comprendre une chose, c'est que je classe les partis selon deux grosses catégories. Il y a les Mhm. partis mainstream, c'est-à-dire généralement les flotteurs gauche et les flotteurs droit du pouvoir en place. Mhm. Bon, vous les connaissez, tout le monde les connaît, hein, ils sont de notoriété publique. Des partis qui se disent dissidents parmi les dissidents et en même temps Mhm. prêts à s'opposer au pouvoir en place, mais qui, d'une certaine manière, refusent de quitter l'UE. UE qui, en réalité, les bloque quant à la réalisation de leurs programmes respectifs. Mais bon, on n'est pas à une contradiction prête. Et qu'est-ce qui justifie cette invisibilisation? Tout simplement parce que, dans un premier temps, nous avons deux partis où la plupart des militants sont quand même très bien formés. Je pense notamment à Filippo et à Asselineau, que je salue d'ailleurs. Mhm. Filippo, c'est quand même quelqu'un avec une très grande culture. C'est un énarque. C'est quelqu'un qui avait un très bel avenir au sein du Gotha. Et pourtant, il l'a refusé et a décidé de mettre toutes ses billes en jeu pour se battre aux côtés des Français. Et malheureusement, quelqu'un qui a Asselineau aussi, mais Asselineau, c'est encore autre chose. Asselineau, il a il a une, Expérience. il a une certaine aura, il a une certaine expérience, il est aussi un arc, même si bon, c'est pas un gage de qualité selon moi. Mhm. Mais Asselineau, je pense qu'il est surtout réservé à un public plus averti. Parce qu'Asselineau, c'est beaucoup de vidéos de 3 heures, c'est beaucoup de vidéos de 4 heures, et il va vraiment en profondeur. Ce qui le Ouais. rend, selon moi, aussi intéressant. Après, c'est pas pour tout le monde, mais je conseille tout de même de le découvrir aussi, parce que ça reste quand même pour moi quelqu'un avec une certaine culture qui mérite d'être découvert. Quant à Filippo, oui, c'est quelqu'un qui porte avec, j'allais dire avec véhémence, mais absolument pas avec punacité, cette idée, cette bataille, ce combat pour le Frexit. C'est quelqu'un qui, en réalité, pose sur la table, et d'une très bonne manière, parce qu'il a une excellente élocution et il arrive très bien à articuler sa pensée, la question de la sortie de la France de l'Union européenne. Mhm. Et là où Filippo est très fort, c'est qu'il est très difficile de le faire passer pour un Gugus ou pour un fou. Parce que ce dernier vous pose des statistiques, il vous pose un réel argumentaire. Voilà. C'est pas Diogène dans son tonneau, non. Bien que je prône l'idée selon laquelle je ne suis pas un livre à sans couverture, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est ce qui fait la loi. Le mec arrive et il met tout le monde d'accord. C'est pour cela qu'on les a marginalisés. C'est pour cela qu'ils ont eu si peu de temps d'écran. Ok, donc toi, en fait, si je résume un peu ce que tu viens de dire, en fait, tu déplores le fait que les partis souverainistes ne sont pas vraiment mainstream, du coup, pour le coup. Non, je veux pas qu'il soit mainstream parce que le jour où l'on est Ah, mainstream, ça veut ok. dire que l'on a. Le jour où l'on est mainstream, cela veut dire que l'on a été domestiqué par le pouvoir. D'accord, ok. Voilà. Donc pour toi, c'est une forme d'aliénation, en fait.
pas tant une forme d'aliénation, mais c'est une forme de domestication. C'est-à-dire que, hop, allez, tu rentres dans ce qu'on appelle l'arc républicain. Ok, Tu es de ouais. retour dans l'arc républicain. Et je C'est ça. pense que c'est ce qui est problématique parce que ce qui doit faire en réalité tout le sel et toute la saveur de la politique aujourd'hui, parce que la politique, n'oublions pas que c'est aussi le terrain de l'espoir. Hein, il est très difficile de rester en politique en étant pessimiste, ou misanthrope, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est le terrain de l'espoir. Et à plus forte raison, le problème est là. C'est qu'ils posent de vraies questions, ils débattent sérieusement avec de très bons arguments, mais personne ne veut les écouter. Et je vais même dire quelque chose qui me fait doucement rigoler, c'est que aux élections européennes, je ne m'attendais pas à ce que l'on voit Filippo et Asselineau brandissant un drapeau Mm. français. Je le savais très bien. Ils veulent le Frexit, ah non, on va tout faire pour vous mettre sur le côté. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est peut-être dommage, mais je pense que c'est préférable qu'il ne soit pas forcément mainstream. Mais je pense qu'il gagnerait à avoir quand même plus de temps d'antenne. Dieu merci, Internet Tu, existe, pour le coup. tu, euh, Mhm. tu parles du coup souvent de l'UE, tu la critiques assez souvent, mais il y a un débat en France et bien sûr que tu es au courant de ce débat, c'est tous les accords qui sont assez déloyaux pour nos agriculteurs français. Bien sûr. On a vu récemment Ursula von der Leyen avec le Mercosur, toutes les problématiques que ça a soulevé, les normes européennes qui ne seraient pas appliquées paradoxalement aux travailleurs du coup qui exportent des viandes, etc. En tout cas aux pays d'Amérique du Sud. Hein. On connaît la situation précaire des agriculteurs, mais vers la fin du livre, du coup, tu critiques une nouvelle fois l'influence de l'UE, mais cette fois-ci sur la politique agricole française, ce qui Oui. s'entend, bien sûr. Mais il y a un mais, penses-tu, bien sûr paradoxalement, qu'une sortie de la PAC serait bénéfique pour la France malgré les subventions qu'elle apporte, cette PAC? Alors, question très intéressante, très très intéressante, comme toutes celles que vous m'avez posées. Mais soyons clairs, je pense que la question devrait plutôt être posée à nos agriculteurs. Pour deux Ouais, raisons, c'est ça. parce que je ne pense pas avoir le droit ou la légitimité suffisante pour me permettre de parler à leur place. Mais si la PAC était aussi formidable qu'on le dit aujourd'hui, notamment au regard de ces redevances faramineuses que touchent nos chers agriculteurs, il ne serait pas le corps de métier, l'un des corps de métier les plus touchés par le... Vous m'avez compris. Et c'est Ouais, explicité dans le livre. Voilà. ouais. Donc, je crois surtout que c'est quelque chose qui découle notamment du manque d'écoute de ces élites, de cette oligarchie vis-à-vis de ces derniers. Ce sont ceux qui nous nourrissent. Sans eux, on mangerait de la merde, très clairement. Ils sont les dépositaires, ils sont les turiféraires d'un savoir ancestral, pour le dire ainsi. Parce qu'être agriculteur, c'est très compliqué. On lit très souvent de père en fils. Le grand-père est agriculteur, l'arrière-arrière-grand-père. Mm. C'est quand même un savoir qui se... c'est une très belle vocation. Pour moi, ce n'est même pas un métier parce que c'est une vocation. On est agriculteur, on meurt agriculteur. Quelque chose de Mm. très beau et de très intéressant. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une question de PAC qui va changer en réalité les bienfaits de nos agriculteurs. Je pense qu'il faut tout repenser à l'intérieur, même pourquoi pas quitter la PAC pour essayer de leur offrir. Eh bien, c'était Billy, C'est à cela. C'était Neox. et on vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.